Les buveurs d'océan par H. J. Magog. Chapitre 2. L'ambassadeur extraordinaire. Depuis plusieurs mois qu'il était arrivé à San Francisco, le docteur Kasuga n'avait point attiré l'attention. Vaguement attaché au consulat japonais, il n'y jouait en apparence qu'un rôle infime, qui le faisait passer inaperçu. Si quelqu'un se fût avisé de faire à son sujet une supposition quelconque, ce quelqu'un aurait vu en Kasuga un de ces yeux innombrables que le Japon ouvrait sur l'univers entier et qu'il dissimulait le plus souvent sous l'étiquette diplomatique. En d'autres termes, une nation moins polie que la sienne n'eût point hésité à lui appliquer l'épithète d'espion. On a vu par les propos échangés avec Jim Sandy qu'il devait en réalité occuper une situation infiniment plus élevée et que ses dehors modestes cachaient un personnage d'importance et probablement mystérieux. Mais cela, nul à San Francisco n'avait encore pu le soupçonner. Ayant si peu pris soin de se mettre en vedette, il était concevable que le docteur Kasuga n'eût produit aucune impression sur mademoiselle de Glandève. Par contre, la jolie Susanna n'avait pas manqué de captiver ses regards et il en était devenu éperdument amoureux, au point de se risquer à aller demander sa main avec l'insuccès que nos lecteurs ont pu constater. En réalité, le double refus des deux hommes avait une cause dont l'amour-propre du japonais n'eût dû ressentir nulle blessure. Malheureusement, ni l'un ni l'autre ne s'en était expliqué. Jim n'aimait pas les paroles inutiles et l'esprit boulevardier d'Archibald de Glandève lui avait soufflé, en guise d'éclaircissement, une boutade parfaitement incompréhensible. Il eût été beaucoup plus simple de faire connaître au prétendant évincé que sa demande ne pouvait être examinée, parce que trop tardive, Suzanne de Glandève étant déjà fiancée. Elle l'était au vicomte Jean d'Entrevaux, diplomate français, que sa carrière promenait aux quatre coins du monde, et qui n'attendait qu'un imminent congé pour venir épouser la perle de San Francisco. Il aurait suffi de répondre cela au docteur Kasuga. Mais en dehors de ses fiançailles qui tranchaient la question, Jim Sandy n'aurait peut-être pas accueilli sans scepticisme les affirmations du japonais touchant son exceptionnel avenir. Indéniablement, la République du Soleil Levant traversait une phase critique, et comme l'avait insinué Jim Sandy, elle était menacée d'une coalition des autres républiques. Les origines de cette crise remontaient à 20 ou 30 ans, et on pouvait dire que depuis cette époque, les dirigeants japonais n'avaient cessé d'exaspérer l'opinion mondiale par une conduite absurde, inversant tout point de celle qui réglait les rapports des autres États. Alors que les colossaux groupements ethnographiques avaient, en simplifiant la carte du monde, élargi les horizons et toutes les formes de la vie, alors que le souffle de la civilisation, traversant tous les continents, avait fait de la terre entière un vaste parc ouvert à tous, le Japon relevait, pour son propre compte, les barrières renversées et en entourait le plus septentrional de ses îles. Yezo, interdite aux étrangers, était devenue l'énigme qui inquiétait le monde. Que s'y tramait-il ? Devait-on supposer que de là partirait une force menaçant la paix universelle ? Il ne se passait point d'année sans que les feuilles mondiales possassent devant l'opinion, à propos des pays asiatiques, de formidables points d'interrogation. Le plus irritant, sinon le plus inquiétant, était l'inconcevable dépopulation de la Chine. Cet immense réservoir d'hommes, dont les siècles précédents ignoraient le dénombrement, n'avait pas alors besoin de chiffres pour effrayer l'humanité par son grouillement de fourmilières. C'était le péril jaune. Qui en aurait parlé maintenant ? Les recensements quinquennaux n'avaient pas tout d'abord intrigué, malgré leurs résultats imprévus. L'Europe et l'Amérique, surprises des chiffres modestes qui évaluaient la population asiatique, communément on les supposait 10 fois plus forts, se bornèrent à les croire truqués. Mais les rapports écrits ou verbaux de ceux qui voyaient vinrent, et il fallut bien croire. Les voyageurs signalaient le dépeuplement effroyable des plaines mongoles, aussi bien que des plateaux du Tibet.
les villes grouillantes des provinces méridionales de la Chine semblaient à présent désertes. On aurait dit qu'une invisible pieuvre suçait en 1000 endroits le monstre asiatique et tarissait en lui les sources de vie. La comparaison s'imposait d'autant plus que des renseignements étranges, rapportés par les voyageurs, vinrent préciser les conditions de ce dépeuplement. De mois en mois, des troupes, des armées, des migrants, racolés ou enlevés par la police japonaise, disparaissaient des villes et des villages pour ne plus jamais reparaître. C'était par milliers que ces Chinois avaient été entraînés vers de mystérieuses destinations par leurs dominateurs. Le soleil dévorait le dragon. Ce n'était plus seulement un symbole, mais une terrifiante réalité. Qu'avait fait le Japon de tous ces hommes? Et ce n'était pas seulement des vies humaines que drainait le gouvernement de Tokyo. Des emprunts fantastiques avaient été conclus par lui. Des milliards s'étaient engouffrés dans ses coffres, qui n'en demeuraient pas moins vides. Successivement, tous les peuples de la terre lui avaient servi de banquier, et maintenant, son crédit épuisé, il rançonnait ses vassaux, et même, assurait-on, ses propres nationaux. Cela aurait dû correspondre à un formidable épanouissement industriel, d'autant plus que la nation japonaise s'était, à un moment donné, livrée à de gigantesques achats de matériel. Ses stocks d'approvisionnement métallurgique de charbon et de machines auraient dû être considérables. Or, on n'en trouvait trace ni dans la grande Nippon, ni dans les petites Yūshū et Shikoku, ni dans aucune des 3800 îles de la République. Restait Iezo la mystérieuse. Mais son territoire aurait-il suffi à un pareil entassement? Le fait constaté, c'était que le Japon s'avérait pauvre, lamentablement pauvre, aussi misérable que la Chine, l'Inde, la Turquie, la Perse ou la Sibérie, contrées pillées par les leveurs d'impôts de Tokyo. Il y avait là un mystère, et précisément au moment où il agaçait, où il angoissait l'humanité, il laissait désarmée, épuisée, à la merci de la première agression, la République nippone. Dépourvue d'argent et d'hommes, comment aurait-elle esquissé le moindre geste de résistance? L'effort naval et militaire du Japon, concentré autour de Iezo, n'aurait pas tenu une heure devant les flottes coalisées du monde entier. Les nations s'en rendaient parfaitement compte, et Jim Sandy avait dit vrai. Leur patience était à bout. Une guerre était imminente, avec pour objectif apparent l'éclaircissement du mystère de Iezo, et pour objectif secret, le démembrement de l'Asie. À l'époque où le docteur Kasuga risquait sa demande en mariage, le monde attendait la nouvelle de la rupture et le bruit courait que l'Amérique, prenant l'initiative, avait adressé un ultimatum à Tokyo. Quelques jours après l'échec de sa démarche, le Japonais arrivait à Panama et se présentait au palais de la résidence, où siégeait le conseil des trusts. Sous la présidence du milliardaire T.A. Upster, toutes les têtes des trusts, le pétrolier Joe Foggy et Billy Hockman, le charbonnier, Lofty, l'homme des moteurs, Will Cloudness, Basil Vanderhoff et Richardson, qui se partageaient les souverainetés métallurgiques, régentaient concurrencement avec leurs propres affaires les destinées des deux Amériques. Quel sésame, prononça le chétif Kasuga, pour être reçu par ces personnages. Mystère, toujours est-il qu'au bout de quelques instants, il expérimentait devant le conseil la souplesse de son échine, en s'inclinant devant chacun des membres. Mais les gens des trusts se moquaient des manifestations protocolaires et estimaient les échanges de politesse à la valeur du temps qu'ils faisaient perdre. Ambassadeur extraordinaire, coupa sèchement T.A. Upster, au beau milieu des salamalek de Kasuga. Du Japon, précisa Joe Foggy. L'homme jeune se releva pour répondre. Parfaitement, monsieur, j'apporte la réponse verbale à votre ultimatum. Nous exigeons une réponse écrite, répliqua rudement le président. Kasuga ne se démonta pas. Causons d'abord, nous signerons après, proposa-t-il.
j'ai quelques petites explications à vous fournir. Et si, comme je l'espère, vous trouvez à mes commentaires quelque intérêt, je soumettrai à votre approbation le traité que j'ai en poche. Un traité s'ébahit T.I. Upster. Pourquoi grogna Joe Foggy. Et tous les autres s'exclamèrent avec ensemble. Il n'était pas question d'un traité. Kazuga, qui décidément avait autant de sang-froid qu'il en faut à un ambassadeur secret, sourit sans s'émouvoir. « Messieurs, répondit-il, je connais les termes de votre ultimatum, et je sais qu'il n'envisage pas l'éventualité d'une discussion, mais seulement celle d'une soumission à vos désirs. Cependant, je viens à vous, porteur de propositions, car nous avons beaucoup mieux à vous offrir que la soumission réclamée. » Ce fut une belle stupéfaction. Quelques trusters n'en revenaient pas. D'autres, et c'était le plus grand nombre, s'indignaient de tant d'audace. « Des propositions » clamèrent-ils. « À propos de quoi? Quelles sont-elles ?»« Une alliance, tout simplement, » répondit le docteur Kazuga, du même ton calme. « Ou, si vous préférez, et vous préférerez certainement, une association. » Les Américains s'entre-regardèrent, n'en pouvant croire leurs oreilles. Les paroles de l'envoyé extraordinaire de la République nippone leur faisaient l'effet d'une énormité. Toutefois, leur sens pratique, car ils étaient avant tout hommes d'affaires, ne permit pas à leur indignation de prendre le dessus. L'un d'eux demanda, flegmatiquement, « Quels pourraient être les bénéfices d'une telle association ?» La discussion était admise, en principe. Kazuga continua plus à l'aise. « Vous allez les évaluer vous-même, messieurs. Permettez-moi de fixer d'abord votre rapport. Il y aura la part du Japon et la mienne, une petite commission bien légitime. Combien? Cela ne se chiffre pas en dollars. Ma part ne vous coûtera pas un cent. Voyons ce que vous apportez. Le secret du Japon. » Des rires dédaigneux éclatèrent de tous côtés. Évidemment, les membres du conseil estimaient l'offre puérile et ridicule. « Inutile d'acheter puisque nous pouvons prendre, » répondit le président. Kazuga secoua la tête. « Non, messieurs, vous ne pourriez pas prendre, » répliqua-t-il. « Vous pourriez détruire, et voilà tout. Et à supposer qu'en réponse à vos menaces, nous consentions à rendre le secret public, toutes les nations accourraient à la curée, et l'Amérique n'aurait que sa petite part. Il y a enfin d'autres raisons pour que le secret reste un secret. Vous les comprendrez tout à l'heure. Voici, messieurs, ce que j'ai mission de vous faire entendre. » L'ambassadeur extraordinaire se recueillit et continua, au milieu d'un silence attentif. « Je vais vous parler net. Que signifie votre ultimatum? Que vous cherchez un prétexte pour nous déclarer la guerre et démembrer nos possessions? Quelque chose vous pousse à tout cela, monsieur. C'est votre situation, qui est celle de toutes les républiques. Partout, il y a surproduction et des stocks s'entassent en se dépréciant. Il n'y a plus de débouchés parce qu'il n'y a plus de peuple neuf. » De la tête, chacun des membres du conseil manifestait son approbation. Évidemment, tout ce que disait Kazuga était la logique même. « Tout à fait exact, » murmura T.A. Upstairs. Le japonais continua. « Nous vivons au siècle des machines. Partout, pour tout, elles ont remplacé l'homme. Ce serait parfait s'il n'y avait sur la terre que des milliardaires. Mais il y a la masse, le peuple, qui pâtit et n'a même plus la ressource de trimer. Et parce qu'il ne travaille plus, il ne peut plus vous enrichir en vous rachetant une partie de ce qu'il a produit. Pourtant, il veut vivre et il vous menace. C'est une vague monstrueuse qui monte, s'enfle et emportera les digues sur lesquelles elle s'abattra. Sur quoi détourner le danger? Jadis, il y avait des terres à coloniser. On aurait pu dire à ces hommes « Il n'y a plus de place ici pour vous, mais là-bas s'étendent d'immenses espaces où vous pourrez construire des villes aussi magnifiques que les nôtres. Exploitez ces richesses nouvelles, mettez ce sol en valeur, et nous vous vendrons le luxe. Eh bien, messieurs, ce discours, vous pourrez le tenir. Le Japon a trouvé des espaces immenses vers lesquels vous pourrez, demain, chasser le flot qui vous encombre. Des espaces sur lesquels surgiront de merveilleuses cités
qui dévoreront les approvisionnements inutilement entassés par votre civilisation. C'est là le secret du Japon. Tous avaient compris, si bien compris, tellement mordus à l'appât de cet espoir de salut, que les membres du conseil se levèrent en tumulte, réclamant des cartes qu'ils examinèrent avidement. « Où sont donc ces terres dont vous parlez ?» s'écrièrent-ils déçus. À part aux 2 pôles, 2 champs de glace inhabitables, toute la terre est occupée, exploitée, encombrée. Il n'est pas sur l'étendue du globe un pouce de terrain inexploré, et notre planète a été parcourue en tous sens. Où seraient ces fameux espaces ? Les yeux de Kasuga pétillèrent d'une ironie intense. « Messieurs, ricana-t-il, vous ne connaissez pas la carte du monde, puisque vous n'y voyez pas les plaines infinies, les plateaux gigantesques, les cimes vertigineuses que nul pied humain n'a encore foulées, et dont, depuis 30 ans, le Japon prépare la révélation. Écoutez donc, messieurs, et part à 2.